Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic, je suis Olivier et aujourd'hui je vais vous présenter encore un très beau véhicule, comme on fait toujours, enfin on essaye de faire en tout cas. Donc là c'est un Ford F3 de 1951. Alors on va reparler un petit peu de l'historique des Ford F-Series américains, mais ça va vous donner un ordre d'idée de ce véhicule-là, même si celui-ci, comme vous pouvez le voir, ceux qui connaissent un peu les pick-up voient bien qu'il est quand même passablement modifié, mais je vais vous raconter un petit peu l'historique de ça. Les Ford F-Series, pour l'information comme ça commence à partir de 1948, la première génération. On est à je ne sais plus combien de générations aujourd'hui, je crois qu'on est à 24, je sais pas, je dirais une bêtise, mais celle-ci en tout cas c'est la première génération. Au niveau collection, ça reste intéressant parce qu'il n'y en a plus beaucoup, enfin en bel état. Et donc la première génération de Ford F-Series, donc qui s'appelait à l'époque F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8. Donc c'est de 1948 à 1952. Pour mémoire, le chiffre qui était derrière le F, qui représentait Ford évidemment, hein, Ford F, ça représentait la capacité de chargement de la benne. Par exemple, le F1, c'était 500 kg, une demi-tonne. Le F2, c'était 3/4 de tonne, 750 kg. Et après, on passait au F3, qui est comme celui-ci, où là on passait à la tonne directement, on les appelait les heavy duty. Il faut repositionner ça dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire sortie de guerre, 1948, hein, les premières générations. Donc, encore une fois, à cette époque-là, Ford était novateur dans le domaine des pick-up, principalement. Ça n'a pas été toujours le cas dans les années qu'on suivit avec les muscle cars, etc. Mais en termes de pick-up en sortie de guerre, ils étaient quand même très forts. Ils sortaient de l'effort de guerre. Ils avaient fait un effort de guerre en fabriquant des bombardiers. Donc quand ils ont repris la production de voitures civiles, ils ont fait beaucoup d'innovations que GM et Dodge ne faisaient pas sur leur propre pick-up. Donc pour la principale des innovations, c'était les moteurs. Vous aviez beaucoup de 6 cylindres, comme chez Dodge et GM, mais Ford était le seul à sortir les V8, les premiers V8. N'oubliez pas non plus que Ford a été l'innovateur, enfin le créateur de l'architecture 8 cylindres en V. Donc ils étaient novateurs dans ce domaine-là et ils essayaient de mettre ça évidemment un peu partout. Dans cette génération-là, vous aviez le flathead. Alors, on ne va pas repartir sur l'historique du flathead, mais c'est vraiment un moteur particulier avec une architecture vieillissante aujourd'hui, mais qui était novateur à l'époque. C'est-à-dire vous avez le banc de cylindre et vous aviez les soupapes au-dessus qui étaient dans le bloc et pas dans la culasse. Donc les culasses étaient épaisses comme ça, d'où le nom de tête plate, flathead, voilà, dans les grandes lignes. Donc là, vous aviez des 6 cylindres, vous aviez 3,7 litres en première génération, enfin 48, 49, 50 je crois, et 3,5 litres après. Le 3,5 litres était un peu plus petit en cylindrée, mais un peu plus puissant. Alors ça faisait 90 chevaux ou 100 chevaux. Et puis après, vous aviez les V8 flathead, comme ça, qui n'étaient pas beaucoup plus puissants. Il faisait 100 chevaux le flathead. C'était un 3,9 litres, comme là, mais il avait plus de couple. Il y avait plus de force à tirer, évidemment, plus de cylindres. En plus de ça, vous aviez, par exemple, sur les suspensions, vous aviez l'arrivage des amortisseurs télescopiques. Il faut savoir qu'à l'époque, les amortisseurs, c'était des espèces d'amortisseurs attirants. Vous aviez une espèce d'amortisseur cylindrique avec une barre comme ça, et la suspension se faisait sur le ressort cylindrique qui se trouvait à l'intérieur d'une espèce de bague. Ça a marché ce que ça a pu. Par exemple, la 46, je vous ferai une photo, on vous fera une photo ici. La 46 qui est là, c'est sa suspension. C'était suspendu comme ça pour toutes les voitures. Ça avait ses avantages et ses inconvénients, mais bon, c'était comme ça. Ford, sur les pick-up, par exemple, ils ont importé une technologie militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Ford a monté des bombardiers pendant la Seconde Guerre. C'était leur effort de guerre. Donc ils n'ont pas été bêtes. Ils ont importé la technologie de l'aviation, donc avec les amortisseurs télescopiques, c'est-à-dire un tube qui rentre dans un autre dans les grandes lignes, avec un axe au milieu. C'était utilisé sur les trains d'atterrissage de tous les avions de l'époque. Et Ford l'a utilisé pour les véhicules civils. Et aujourd'hui, on voit à quel point c'était une bonne idée, puisque c'est toujours utilisé encore aujourd'hui, 70 ans plus tard, 80 ans plus tard même. Donc, vous aviez donc la suspension à amortisseur télescopique, première idée. Vous aviez après les pare-chocs, bon là il n'y en a plus évidemment, vous avez remarqué, hein, les pare-chocs avant-arrière qui étaient fixés sur le châssis, et pas avec des bouts de fer plat comme GM ou Dodge.
vous regarderez les 3100, ceux qui nous suivent, c'est des espèces de fer plat un peu en ressort sur lequel est fixé le pare-choc. Donc vous rentriez un peu dans quelque chose et puis le pare-choc a été défoncé. Là, c'est directement fixé au châssis, donc ça permettait de pouvoir pousser quelque chose. Vous aviez aussi, dans cette génération-là, les lunettes arrière plus grandes. Alors aujourd'hui, c'est généralisé, mais si vous regardez les véhicules de sortie de guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, ils ont des lunettes arrière toutes petites, comme les Volkswagen à une époque, toutes petites. Et donc là, c'était la première nouvelle génération de pick-up à avoir des grandes lunettes arrière, des grands pare-brise. Pas un pare-brise non plus divisé en deux, mais un pare-brise simple, enfin en une seule pièce, complet. Et vous aviez aussi la cabine qui était beaucoup plus grande. Encore une fois, les voitures de Seconde Guerre mondiale ou même d'avant avaient des cabines toutes petites. Donc là, ils ont agrandi la cabine, ils ont ouvert, ça fait plus de lumière à l'intérieur. Et c'était novateur à l'époque. On va faire le tour de ce camion. Donc je vous ai raconté un petit peu l'historique, bref, très bref, de ce véhicule-là, des premières générations de Ford. Mais là, on a quand même un véhicule qui est quand même considérablement modifié. Donc dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est du custom, ça fait un peu pick-up de plage. Et donc il y a plein de choses qui ont été enlevées, améliorées. Donc par exemple le pare-choc qui a été complètement lissé, le bouclier avant en fait, ni plus ni moins, parce qu'il n'y a plus de pare-choc. Ça lui donne un super look parce qu'on a bien gardé tout l'ensemble de la calandre spécifique comme ça chromé. Le logo Ford. Donc la belle base quand même, ça reste un V8, c'est pas un 6 cylindres encore une fois converti en V8, c'est un vrai V8 d'origine avec son moteur. On va le regarder tout à l'heure, vous allez voir, rien que ça c'est une belle pièce. Mais c'est toujours ce que moi j'aime dans les modifications, c'est qu'il y a de la modification mais on garde l'esprit d'origine. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à mettre des jantes en 17 ou des choses comme ça ou en 20 ou je ne sais quelle cochonnerie. On garde le look d'époque avec le cerclage en inox, le dog dish, avec le logo V8 dessus, les pneus à flanc blanc. Donc il y a un custom qui fait custom d'époque en fait, c'est ça qui est agréable. C'est toute la différence avec les customs où on essaie de faire du moderne avec du vieux. Là on reste sur un esprit transformé, mais transformé comme à l'époque en fait, comme dans les années 50. Et ça c'est vraiment appréciable et on voit la différence. Enfin après c'est affaire de goût, mais nous ici on adore. C'est vraiment, on est très ayatollah de l'origine, mais quand on a des customs typés époque comme ça, c'est quand même très agréable aussi. Donc là, on a une peinture qui n'est pas brillante, elle est satinée en fait, c'est fait exprès. Hein. Toute la teinte est satinée en deux couleurs comme ça. Donc c'est joli comme tout, je vous laisse regarder sans l'ombre parce que là, on a un beau soleil, il faut en profiter. Voilà, le bleu typique années 50, hein, les couleurs de l'époque, c'était bleu, rose, blanc, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc là, on a un bel intérieur aussi. On va faire le tour tout à l'heure. C'est joli comme tout. C'est en bon état, la banquette. Alors, elle a gardé son V8 qui apparemment, ça a l'air d'être son V8 encore d'origine, qui a été lui aussi modifié. Il a été gonflé. Alors, il a une belle pêche. Pour un moteur de ces années-là, il a une belle pêche. Et la transmission a été convertie. On a une boîte automatique. Donc ça fait une voiture qui peut vraiment rouler sans avoir à se taper les vitesses ou avoir une boîte qui est peut-être un peu dure comme certaines peuvent l'être. Voilà, on continue. Donc là, on a ce qu'on appelle la benne step side, c'est-à-dire avec les ailes qui ressortent comme ça. Donc l'intérieur de la benne, le plancher de chargement est un peu plus étroit, mais c'est plus fait trop pour charger, à part peut-être des planches de surf ou une moto. Voilà, la partie arrière est complètement transformée. Là, on n'est plus du tout comme à l'origine et c'est joli comme tout. On peut voir le détail quand même, c'est quand même bien fait. Donc le pare-choc, évidemment, il est custom complet. Les petits feux, j'ai pas retrouvé quel feu c'était. S'il y en a qui reconnaissent les feux, ils pourront nous les mettre en commentaire. C'est joli comme tout, avec les échappements au milieu, comme ça, de chaque côté de la plaque. C'est de bon goût, c'est bien fait, c'est pas mal. Hein. Bon, l'autre côté est pareil, alors c'est toujours la même chose. Hein. Là, on voit bien, surtout avec du satiné, si ça avait été refait par-dessus le mastic, on verrait toutes les auréoles, etc. Là, on voit bien, c'est que de l'acier, encore une fois, c'est une belle restauration, c'est une belle transformation de qualité, c'est pas de la cochonnerie maquillée, et ça fait toute la différence. Voilà, donc les panneaux de porte, c'est pareil, tout est bien posé, tout est bien fait. Le bouchon d'essence là, les poignées, donc les poignées qui s'ouvraient et se fermaient comme ça. Les petits rétros rajoutés comme ça, mais c'est joli aussi, c'est bien fait, il n'y a pas de faute de goût.
Après, encore une fois, c'est au goût de chacun, mais sur un modèle comme ça, on a plein de petites bestioles qui se poussent sur la peinture, c'est vraiment désagréable. Voilà. Les grandes ailes spécifiques aux années 50, hein, ça fait un véhicule qui a, ça a un look rétro tout en étant intemporel, c'est vraiment très sympa. La baie moteur, venez voir, on va voir le moteur. Voilà, alors là on commence à avoir quelque chose de sérieux. Donc, on a un V8 flathead que je vous ai raconté avec les soupapes qui sont à côté des cylindres en fait, donc qui sont fixés au bloc. Et les culasses donc qui sont très plates comme on peut le voir ici. Donc là c'est des culasses en aluminium, c'est plus des culasses en fonte. Et c'est des culasses qu'on appelle Offenhauser, c'était un préparateur à l'époque. Qui avait donc des culasses à ailettes qui refroidissaient mieux, avec des chambres de combustion un peu plus petites, donc plus de compression. Et la pipe d'admission surtout, là, c'est ça qui fait aussi la différence en termes d'agrément de conduite, c'est que là vous avez deux carburateurs simple corps, alors qu'à l'origine vous n'aviez qu'un seul carburateur monocore comme ça. Donc là vous avez beaucoup plus de pêche. Après ça reste une architecture qui est très belle, qui a un succès dans le monde, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est joli esthétiquement. Et puis quand vous l'avez comme ça avec de la santé, vous n'avez pas l'impression d'avoir un flathead sur la route, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que presque ce flathead là, il est plus puissant, il a plus de pêche que les blocs Y qu'on a dans le hall qui sont aussi d'origine et qui sont normalement les générations plus modernes. Donc c'est assez intéressant, c'est déroutant de rouler avec ça, avec la boîte auto 3, donc c'est pas une boîte auto 2, c'est pas une boîte auto d'époque, c'est une boîte auto modernisée des années 60-70, donc 3 vitesses, ce qu'on appelle les C4. Donc ça fait un véhicule qui peut rouler sur l'autoroute sans s'époumoner, comme les pick-up des années 50, c'était pas leur fort, quoi. Mais celui-là, il peut le faire, donc c'est très agréable. Voilà, donc encore une fois, que de la tôle, hein, pas d'accastillage inutile, la plaque de constructeur qui est là, tout est conforme. Le gros radiateur pour refroidir, si besoin aussi, c'est pareil. C'est une très belle voiture. On va regarder l'intérieur. Alors, l'intérieur, donc, bon, c'est pareil, c'est modernisé, mais de bon goût. Là, vous avez les essuie-glaces qui étaient pneumatiques, qui ne marchent jamais, ça a été converti en électricité. Évidemment, le pick-up, il est converti en 12 volts, bien sûr. Après, le démarreur sur le côté, les phares, enfin, rien de difficile. Les clignotants ici qui sont rajoutés parce que ça restait une option. La boîte automatique, donc le sélecteur de boîte auto, avec le système comme ça qui semble être d'origine, qui fait origine, donc, alors qu'il n'y avait pas de boîte auto dans ces années-là. Donc il y a eu une préparation, mais qui a été de bon goût encore une fois. Le sélecteur, après ici, donc c'est une boîte 3. Le radiateur de chauffage, donc là qui est d'origine, c'était une option, il n'y en avait pas beaucoup, avec les petits volets, le petit logo en cuivre comme ça, c'est vraiment rigolo. Et puis on voit le nid d'abeille du radiateur derrière, donc ça c'est marrant. C'est presque plus joli, plus agréable d'avoir ça plutôt que les espèces de ventilation qui sont rajoutées avec les boutons un peu modernes. Enfin après, encore une fois, c'est affaire de goût, mais moi je trouve que c'est sympa. Vous voyez, toute la finition, le ciel de toit, toutes les accastillas sont jolies, c'est bien fait. Ce qui est marrant aussi, dans ces années-là, Ford était les premiers à avoir mis des pare-soleil dans les pick-up, il n'y en avait pas. C'était vraiment, encore une fois, minimaliste à l'époque, les pick-up. Hein. C'était vraiment utilitaire pur. Hein. Donc quand ils commençaient à mettre des choses comme ça, qu'ils mettaient dans les berlines, bah, ça faisait la différence. Voilà, donc c'est un beau camion. Vous voyez la moquette, il n'y avait pas de moquette à l'époque, bien sûr. Hein. C'était un plancher brut ou avec un espèce de vinyle par-dessus. La banquette est très belle, elle n'a pas d'accroc, elle n'est pas éclatée. Il y a les ceintures qui vont avec. Non, c'est un beau camion. C'est un beau camion qui est fiable, il démarre bien, il roule bien, il fonctionne bien. C'est vraiment très agréable à conduire. Voilà, vous avez fait le tour de ce beau F3. Donc, ce véhicule est disponible chez nous au prix de 54 900 €. Contrôlé, vérifié, révisé, expertisé et garanti. On le garantit aussi. Donc c'est une belle opportunité d'acquérir un pick-up rare de nos jours, vraiment les premières générations, customisé avec goût. Je pense que la majorité d'entre vous seront d'accord avec ça. Venez le voir, parce qu'en vrai il est quand même imposant, il a quand même un beau look. Ça donnera peut-être même mieux encore qu'en vidéo, pourtant il est déjà beau comme ça au soleil.
Venez le voir, vous ne serez pas déçus et c'est vraiment un bel objet à rajouter dans une collection. À bientôt!